Bonjour Essar. Bonjour Tom. Alors Essar, nous sommes arrivés au site numéro 74, nous sommes le 5 décembre 2019. Aujourd'hui commence d'ailleurs en France une journée de grève importante. Tout à fait. Mais évidemment, nous faisons un site sur la Syrie et en premier lieu, on fait toujours cela au départ pour mettre l'accent sur la situation qui existe dans les Palestine. territoires occupés et la soumission des populations palestiniennes à la férocité et à l'apartheid israélien. Et encore une fois, malheureusement, beaucoup d'actualités dont on aimerait qu'un jour tout cela cesse, qu'enfin les populations qui veulent vivre en paix puissent vivre en paix et que les jusqu'au boutistes et les hystériques nous épargnent de leur délire et de leurs crimes. Ça serait bien, hein, mais malheureusement, il faut dénoncer parce que il n'y a que ça à faire pour l'instant, en tout cas, dénoncer, inciter à rejeter cette politique, à rejeter euh, ce système de dictature, de ségrégation. Alors Essar, c'est à vous pour plus de détails, bien sûr. D'abord, bon, je voudrais saluer tous nos spectateurs d'un côté. De l'autre côté, je voudrais saluer toute la lutte du peuple palestinien aussi, qui n'arrête pas de se rebeller effectivement contre ces exactions qui lui sont faites, hein. Comme Tom l'a bien dit, contre la population. Les Israéliens, alors, qui cherchent en augmentant justement cette dose de pression et d'exaction menée contre la population, il cherche à pousser les gens à partir. On voit qu'il y a une violation de tout ce qui est sacré au niveau des Palestiniens, violation de la mosquée Al-Quds, violation des domiciles, violation des cultures, des récoltes, violation des villes, même des villes de Ramallah, de Tulkarm. Elles sont violées régulièrement par l'armée israélienne la nuit. Ils rentrent dans les maisons, ils sortent des prisonniers, des gens de leur lit pour les amener en prison. Ils n'ont pas d'autre crime que d'avoir peut-être résisté à cette occupation non seulement injuste, mais qui est vraiment terriblement, euh, terriblement injuste et terriblement aussi violente, des Israéliens, donc contre la population. Et d'ailleurs, Essar, Donc excusez-moi là, de vous interrompre oui, parce que pardon. c'était un élément qu'on aurait voulu aborder au précédent CITREP, mais Oui, c'était simultané à la frappe aérienne contre la Syrie des tout Israéliens. à fait. C'est le massacre d'une famille complète de Palestiniens à Gaza, puisque Oui, Gaza était l'objet de bombardements israéliens, il faut le rappeler, hein. En tout plus, à fait. au même moment où l'armée israélienne et les forces aériennes israéliennes agressaient une énième fois la Syrie sur le plan Oui, aérien. oui, en plus, elle avait pris pour cible la maison d'un militant palestinien qui habite au cœur même de Mazé, qui est un quartier résidentiel, c'est le quartier des ambassades. Son fils a été tué, sa petite fille a été blessée gravement. Heureusement, le militant palestinien n'était pas à la maison. Donc, mais en fait, quelle audace et quelle provocation était de la part des Israéliens de bombarder à partir des territoires occupés, d'ailleurs même pas à partir du ciel libanais et des territoires occupés, en plein milieu de la ville de Damas et le quartier résidentiel. Je voudrais ajouter que la résidence de l'ambassadeur pakistanais a été touché aussi. Heureusement, lui n'a pas eu de blessure, mais sa maison a été sérieusement touchée par ces tirs.
Donc, simultanément, il y a eu effectivement à Gaza un missile qui a été tiré sur la maison d'un Palestinien, d'un militant aussi, qui a été tué avec sa femme. Et suite à ça, donc la riposte des fédayines, des résistants à Gaza, ça a été nous continuerons de toute manière. Et comment dire, dans les obsèques de ces militants ont été une véritable manifestation de force des Palestiniens. Et ce qui a fait, en plus, les Israéliens continuent à tirer sur les villes palestiniennes, ce à quoi, effectivement, la résistance palestinienne a répondu par 20 missiles qui sont tombés, certains sur Tel Aviv, d'autres sur les colonies environnant Gaza, qui sont tout autour de Gaza. Et donc, voilà, ça a été une véritable... à chaque fois, c'est un véritable carnage, parce que la population de Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Ils sont en plus sous blocus depuis des années, depuis 2007. Oui, et puis surtout, Essar, c'est une des zones les plus densément peuplées de la planète. Hein. Absolument, parce que c'est une zone qui fait 35 km sur 15, hein, c'est pas énorme, et il y a quelques millions de personnes qui y habitent et qui sont cloîtrées là. Ils n'ont pas le droit d'en sortir, ils n'ont pas le droit d'aller vers la mer. Ils vont sur la mer. On leur a limité aussi leur champ, parce que là, comme ils sont sous blocus, la mer aurait représenté une source d'alimentation pour les pêcheurs et pour les familles de pêcheurs. Mais même les bateaux de pêche et les pêcheurs, ils sont systématiquement visés par l'armée israélienne. Oui. Leurs bateaux sont brûlés, leurs bateaux de pêche, hein, ils sont saccagés, brûlés, etc. Donc c'est en fait une volonté de faire mourir à petit feu la population, et c'est une véritable épuration ethnique visant à pousser la population, soit ils partent, soit ils meurent, pour que les Israéliens puissent s'approprier leurs terres, leurs maisons, etc. Mais à tous les jours, les Palestiniens affirment leur résistance, leur volonté de libérer la Palestine, et leur volonté aussi de se réapproprier leurs propres terres qui ont été usurpées par les Israéliens, par les sionistes, où ils ont installé des villes et sur les décombres de leurs maisons, leurs anciennes maisons. Donc voilà, là et c'est la raison pour laquelle les Palestiniens continuent tous les vendredis les marches du retour à Gaza, et tous les vendredis, il y a aussi une escalade de violence de la part de l'armée israélienne, où il y a des morts et des blessés de ces manifestations, alors que ce sont des gens qui manifestent avec les mains nues, sans armes et sans rien. Donc ils se voient agressés très violemment, très sauvagement par l'armée israélienne. Et donc tous les vendredis, il y a des morts et des dizaines de blessés. Ouais. Et puis vous m'avez signalé aussi un autre endroit, c'est en Cisjordanie, où les autorités israéliennes continuent de grappiller du terrain, d'arracher les populations, et puis les plantations aussi surtout, hein, avec des machines pour arracher en fait les plantations et les récoltes avec. Hein, Tout à fait. Alors à la fois pour affamer, mais aussi pour pousser à quitter. Alors ce sont le rôle de l'Urdun aujourd'hui. Ils sont en train d'essayer aussi de mettre la main sur le rôle de l'Urdun, qui sont des lieux qui sont très fertiles et qui sont aussi habités par les Palestiniens.
Donc, à faire, comment dire, une politique de grignotage systématique menée par Israël en toute impunité, même je dirais plus que en toute impunité, avec le soutien et l'accord des Américains, des Français, des Anglais, etc., mais aussi, malheureusement, de l'ONU qui ne bronche pas et qui ne bouge pas le petit doigt, ni même la langue pour dénoncer ces pratiques comme étant des pratiques de violation des droits de l'homme, de violation de la charte de l'ONU et qui doivent que Israël doit cesser de faire. Et Israël doit se conformer à la loi internationale, alors qu'il y a des dizaines de décisions de l'ONU qui ont été dans ce sens. L'ONU ne se donne absolument aucun moyen de les faire appliquer. Alors, et ça, on m'a signalé Oui, qu'un colon israélien a écrasé un Palestinien avec son véhicule. Oui, et que des colons israéliens brûlent des pneus et jettent des pierres sur les Palestiniens à Naplouse. Absolument. Et ça, même les colons redoublent d'agressivité sous la protection de l'armée israélienne. Ils rentrent tous les jours pratiquement dans la mosquée d'Al-Quds, en fait. Ils souillent les tapis et la mosquée. Il y a même des jeunes qui sont tués et arrêtés parce qu'ils font leur prière. Des jeunes palestiniens, j'entends, parce qu'ils font leur prière dans la mosquée Al-Quds. Et les colons commencent maintenant, dans la ville de Khalil, ils s'attaquent aux enfants qui reviennent à la maison, ils s'attaquent aux habitants, les enfermant dans leur maison ou leur demandant de sortir pour qu'ils prennent leur maison. Et voilà, et donc ils agressent les enfants, les grands, les moins grands, les femmes, les hommes, et systématiquement, et tout ceci protégé par l'armée israélienne, et qui est une violation aussi du droit non seulement des Palestiniens, et c'est une violation de la loi qui protège les peuples qui sont sous occupation, parce que les Israéliens sont des occupants et ils se doivent de défendre la sécurité et d'assurer la sécurité de la population qu'ils dominent. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez fou et ça continue à exister. Alors, je voudrais passer du côté du Golan syrien. Oui, oui. Le prisonnier Soutri Makot, qui est syrien du Golan, je voudrais rappeler et saluer la lutte de tous les habitants du Golan syrien et qui est sous occupation, qui continuent à lutter contre l'occupant israélien, qui par tous les moyens essayent aussi de les israéliser, de leur imposer une identité israélienne, qui essayent de violer aussi leur terrain, leur présence, etc. Mais et Soutri el-Makot, qui est un prisonnier depuis 30 ans maintenant, il est sorti après 27 ans. Il a été libéré, mais en fait, il a été recoffré à niveau après 24 heures parce qu'il a pris des photos qui montraient la connivence de l'armée israélienne avec Jabhat al-Nusra dans le Golan. Et d'ailleurs, et ces photos ont été envoyées à l'Akhbariyeh, à la télévision syrienne, pardon. Oui, et d'ailleurs, vous m'avez signalé que l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne a reconnu qu'Israël était derrière les terroristes. Exactement, justement. Donc, l'ancien chef de l'armée israélienne reconnaît à une télévision israélienne, en fait, effectivement, non seulement la connivence, c'est que l'armée israélienne a soutenu, aidé, entraîné et donné des objectifs à Jabhat al-Nusra dans le Golan. Donc, ça, s'ils le reconnaissent eux-mêmes, à mon avis,
ça n'est plus approuvé, mais en fait, l'intervention de Sotri al-Maqt à l'époque, c'était des photos qui montraient effectivement cette connivence. D'ailleurs, la télé israélienne aussi avait montré des, des, euh, des blessés d'Al-Nusra qui se faisaient soigner dans les hôpitaux et que même Netanyahou était venu leur serrer la main. Oui. Donc, je veux dire, ce n'est un secret pour personne, mais là, c'est confirmé et sachant que dans toutes les caches d'armes qu'on retrouve après le départ des terroristes, on trouve des quantités importantes d'armes israéliennes et, des produits explosifs israéliens, etc., etc. Donc voilà, ça n'est plus approuvé effectivement, mais là ça fait une preuve supplémentaire. Je reviens à Sotri al-Maqt, en fait, où il a été recoffré à nouveau et une nouvelle sentence a été décidée à son égard. Donc 14 ans de prison, nouvelle sentence qui s'ajoute donc à ces 30 années déjà passées. Actuellement, il y a eu une proposition des Israéliens à Sotri al-Maqt pour lui proposant de le libérer contre son éloignement du Golan, et chose qu'il a refusée en tout honneur. Et je lui rends cet hommage en fait. Il a refusé en disant j'adore la Syrie et je veux bien aussi aller en Syrie, mais à Damas en fait. Sauf que moi, mes racines sont dans le Golan et je suis toujours là pour continuer la lutte pour la libération du Golan. Et donc, il a héroïquement refusé de se faire, de se faire blackmailer en fait, de se faire chanter. Il a refusé ce chantage. Ok, libération contre le fait de ne plus retourner au Golan. Donc, il a écrit une lettre absolument saisissante de résistance et de volonté de lutte, et qui était adressée, donc, qui parle de la Syrie aussi, ce qui a fait que le président Bachar al-Assad lui a fait une lettre aussi, qui lui rend hommage et qui le conforte dans sa lutte et qui l'assure aussi de notre soutien, du soutien de tous les Syriens et de l'armée syrienne, et surtout de l'assurer que le Golan tôt ou tard sera libéré et retournera à la Syrie comme il se doit, et que absolument aucune pression, ni américaine ni autre, n'enlèvera le droit au peuple du Golan de retourner à la patrie mère qui est la Syrie. Donc voilà. Et on doit aussi signaler. Donc je lui rends hommage, Oui. Et je dis à Sotri, nous sommes tous avec toi, Sotri, tiens bon, et nous ferons tout ce que nous pourrons pour que la libération soit réelle, sans aucune condition, parce que tu n'es pas fautif, hein, tu luttes en toute gloire pour la libération de la Syrie, et en toute gloire tu luttes pour la libération du Golan et son retour à la patrie mère, et c'est une lutte légitime et que le monde entier doit respecter et défendre. Quelle vraie démocratie condamnerait un homme à 14 ans de prison pour quelques photos qui dénoncent la duplicité justement de cette pseudo-démocratie? Oui, en fait, effectivement, moi je ne voudrais pas commenter sur la dite démocratie d'Israël, en fait, parce que un pays d'apartheid, de racisme, de violence quotidienne, de déni total de toute une population,
comment dire, une politique de terrain brûlé, de oui, destruction des cultures, de destruction des maisons, d'arrestation des enfants, de torture dans les prisons et de torture même des enfants dans les prisons. Je ne sais pas ce qu'on peut appeler ça, euh, et si on peut appeler ça une démocratie, oui, même pendant comment dire, une fraction de seconde. oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Cela dit, Essar, Voilà. les forces À israéliennes. revenir en Syrie, c'est important quand Alors même je fais parce un petit que crochet quand oui, même pour enfin, oui, pour insister sur le fait que l'arrogance israélienne est sans limite, hein, puisque oui, il faut quand même signaler que les forces israéliennes continuent leur violation territoriale et de l'espace aérien du Liban. Il faut aussi noter, comme vous me l'avez évidemment signalé, l'interception d'un drone près de l'aéroport militaire de Hama. Donc c'est tout à fait, toujours des provocations. tout à fait, tout à fait. Et puis même des avions qui survolent le ciel libanais, qui font demi-tour, qui reviennent, etc. Effectivement, ces provocations israéliennes incessantes vont être, en fait, vont être, elles sont répondues en temps et en heure quand il faut, quoi. Uh-huh. Et en fait, là, ils testent, ils essayent et ils jouissent réellement de l'impunité mondiale, puisque de l'impunité appliquée par l'ONU Oui. sur Israël, et surtout le soutien américain et occidental, en fait, américain et l'ensemble des pays de l'OTAN, à ce pays qui a été créé qui a été créé et qu'ils espéraient sur les décombres du peuple palestinien, espérant qu'il oubliera un jour qu'il a été là. Mais en fait, le peuple palestinien résiste, persiste et lutte pour la libération de son pays. Donc voilà, on continue, la lutte continuera et la Palestine vaincra et Palestine sera libre et indépendante. Alors Essar, vous qui vouliez revenir à l'essentiel du CITREP, c'est-à-dire la Oui, Syrie, puisque c'est le CITREP sur la Syrie, il oui, faut quand même noter la mort d'une dizaine d'enfants à Alep, tués par les terroristes, par les bombardements terroristes, à la sortie des écoles. Alors oui, ça, évidemment, avec le soutien évident matériel, militaire des pays occidentaux, évidemment des Israéliens, puisque là maintenant il n'y a plus de doute possible, puisque c'est l'ancien chef d'état-major israélien qui le reconnaît. Euh, on a aussi une attitude turque absolument dégueulasse, et c'est ces points-là, hein, qui sont oui. importants de signaler, parce que elle montre à quel point la Syrie est vraiment soumise à une agression multiforme, et, et qu'elle s'en sort pas mal. Et Hein. de tous les côtés. Et de tous les côtés. En fait, effectivement, alors en Syrie, là, il y a l'agression turque d'un côté qui vient du nord et du côté d'Idlib et du nord-est aussi. L'agression américaine, les Américains qui, après avoir voulu se retirer, reviennent en arrière sur leur retrait et reviennent soi-disant pour piller, et ils le disent très clairement, pour piller le pétrole syrien. Trump le dit sans sourciller. Nous sommes là pour le pétrole et tout le reste nous importe. Voilà, nous importe peu. Oui. Finalement, pour cela, il y a aussi la Turquie qui agresse vraiment les villages syriens, qui bombarde les villages de Tel El-Ain, de Rastamar, ceux-là sont les banlieues de Hasakeh, qui agressent aussi les villages qui sont dans le nord, du côté de Karmeshli, etc. Mais la population résiste. Alors, les exactions turques qui sont commises
sont nombreuses vis-à-vis de la population. Ça va du kidnapping. Ils kidnappent les jeunes des familles. Ils font du chantage aux familles pour leur extorquer du fric. Et quand ils n'ont, pour d'autres, ils les amènent à des hôpitaux et font, ils font le trafic de certains organes, d'organes, soit parce qu'ils étaient blessés ou ils sont allés dans des hôpitaux, ils ont été amenés dans des hôpitaux turcs et on a pris leurs organes. Un troisième point, alors une troisième manière d'agresser la population, c'est aussi ils les tabassent, ils tabassent les familles pour les chasser de leur maison et ils amènent des mercenaires, leurs mercenaires terroristes pour les mettre à leur place dans leur maison et eux, ils les poussent à partir se réfugier ailleurs. En fait, toutes ces formes d'agression et d'exaction que la Turquie, que la Turquie mène contre la population syrienne sont vraiment des agressions et qui, jusqu'à maintenant, sont impunies et peu dénoncées par les instances internationales. Donc nous les dénonçons et nous affirmons que de toute façon l'État syrien défend la population, il essaye de défendre systématiquement, donc l'armée syrienne se déploie sur les frontières avec la Turquie. Là récemment elle s'est déployée sur la route entre Alep et Hasakeh, sur l'autoroute Alep-Hasakeh. Donc elle progresse, mais avec sous le feu des agressions turques et américaines et israéliennes, disons-le en fait, parce que aussi Israël est très présent dans cette partie du nord-est de la Syrie. Je rappelle quand même que le FDS, là, ces forces dites démocratiques, dites syriennes, ils avaient même arboré le drapeau israélien à un moment donné. Voilà. Et qu'aujourd'hui, ils ont d'ailleurs, à chaque fois que les Américains leur disent on s'en va, etc., ils vont essayer de passer à un accord avec l'État syrien. Mais maintenant, on sait qu'ils sont partis à nouveau du côté américain et qu'ils se sont complètement vendus définitivement aux Américains. Donc, ils se sont mis dans les rangs de l'ennemi occupant. Et c'est eux qui aussi, ce sont eux qui aussi facilitent la vie de l'occupant en le guidant dans les terres, parce que l'occupant américain, il ne connaît pas les lieux, il ne connaît pas les gens, etc. Bon, donc ça, c'est quelque chose d'assez fou, mais c'est vrai que l'armée arabe syrienne, malgré tout, et au prix de beaucoup de combats acharnés, parfois gagne du terrain. Et de la même manière à Idlib, dans le sud-est d'Idlib et dans le nord-ouest d'Idlib aussi, l'armée syrienne gagne du terrain, contrôle certains villages qui étaient contrôlés par les Turcs, alors qu'ils ont effectivement tiré quelques missiles sur la population, sur des quartiers résidentiels d'Alep. Il y a eu des enfants qui ont été tués. Donc sur le quartier Halab al-Jadid, Alep Nouvelle et les environs de ces quartiers, il y a eu pas mal de morts, de blessés, notamment des enfants, parce qu'ils ont tiré aussi sur les écoles à la sortie de classe. Comme c'est l'habitude des terroristes que nous avons expérimenté à Damas pendant des années aussi, où ils tiraient sur les écoles juste à l'heure de sortie. Comme ça,
il y a les enfants, les parents des enfants qui les attendent, etc. Un maximum de dégâts en très peu de temps et avec très peu de munitions. C'est le terrorisme, la criminalité à son excellence et à son apogée. Donc, et c'est ça, l'armée arabe syrienne, comme l'État syrien et le président syrien, nous continuons tous à affirmer notre volonté à nous battre, hein, jusqu'à la libération de la totalité et du dernier centimètre carré de nos terres et de la terre syrienne. À ce titre-là, d'ailleurs, je voudrais parler d'une interview qui a été faite avec le président Bachar al-Assad par le journaliste Georges Le Sommier de Paris Match, effectivement, où effectivement le président Bachar al-Assad fait remarquer toute l'agression des pays occidentaux contre la Syrie, l'affirmation de la volonté de la Syrie, du peuple et de la population, de l'armée et de la présidence à recouvrer l'ensemble du territoire, que de toute façon, ces pays qui s'ingèrent dans les affaires intérieures de la Syrie et qui veulent absolument, qui gardent des terroristes et qui soutiennent des terroristes, rien que pour mettre en place un président qui soit de leur côté et qui se soumette à leur diktat, hein, puisque pour piller les ressources de la Syrie et pour piller les ressources et pour surtout confisquer la souveraineté du pays et l'indépendance de sa décision. Chose qui ne sera pas, qui n'arrivera pas, et que là, on affirme effectivement que la Syrie sera victorieuse. Elle a été jusqu'à présent victorieuse et elle le sera jusqu'au bout. Elle ne lésinera pas sur son indépendance. Alors Essar, pour revenir légèrement en arrière, hein, parce que ça complète en fait les informations que vous venez de nous donner, et c'est évidemment des informations que vous nous donnez, il y a eu 2 voitures piégées qui ont explosé, une à Jarablouz, apparemment ce sont les troupes turques qui ont été visées. Par contre, la voiture piégée à Ras Al Ain a fait beaucoup de martyrs syriens. Ouais. Tout à fait. Alors, à Jarablouz, c'est face à l'armée turque qu'il y a eu une voiture piégée. Donc, c'est effectivement la résistance, ou une forme de résistance de la population face à l'occupant israélien, à l'occupant turc. Et puis, c'est aussi les terroristes qui ont recours aussi aux voitures piégées contre la population et contre l'armée arabe syrienne. C'est une technique complètement... c'est une technique des terroristes qui a été utilisée depuis le début dans ces conflits. Dernier point, je voudrais quand même dire quelques mots, si on a encore un peu de temps, Tom. Une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Alors, je voudrais parler de cette commission de la Constitution qui s'est réunie, dont on parle beaucoup parce qu'on dit la solution politique syrienne. Tout le monde appuie sur le fait qu'il faut une solution politique syro-syrienne. Donc, des délégations se sont réunies. 3 délégations. On avait parlé, je crois, la dernière fois de la composition. Oui. Ou pas? C'est 3 groupes équivalents. Voilà, les 3 groupes, effectivement, 50, 50, 50. Et puis maintenant, c'est la commission réduite qui se réunit. Donc, cette semaine, qui s'est réunie, cette semaine, lundi, la semaine passée. Donc,
et puis pour continuer en fait à discuter sur le cadre général de la Constitution. La délégation qui est soutenue par l'État syrien a présenté les points indispensables en fait pour pouvoir dialoguer déjà, c'est condamner le terrorisme, condamner l'occupation turque, condamner l'occupation américaine de la Syrie et le pillage des ressources syriennes. Or, cette délégation soutenue par l'étranger, par l'extérieur, en fait, alors qu'ils se disent syriens, ils ont refusé de condamner le terrorisme, refusé de condamner l'invasion turque, qui est une agression en pure forme, de pure forme, je peux dire, et en contenu. Et ils ont refusé de condamner la présence américaine, l'occupation américaine et le pillage des ressources pétrolières du pays par les Américains. D'ailleurs, dont les Américains se vantent haut et fort devant le monde entier. Donc, comme il y a eu refus de ces points principaux et pas des préalables, mais ce sont les pierres angulaires de la souveraineté d'un pays. Alors, sinon, c'est pas la peine de discuter d'une constitution s'il n'y a pas de souveraineté. Et donc, voilà, ils ont refusé d'être là, les réunions n'ont pas eu lieu, ce qui fait qu'en fin de semaine, la délégation soutenue par l'État syrien est revenue et il n'y a pas eu d'avancée à ce niveau. Voilà. Il y a une autre commission qui a été mise en place par le gouvernement syrien pour veiller à ce que les prix n'augmentent pas ou augmentent au minimum en Syrie. Effectivement, comme on sait que la crise libanaise a influé beaucoup sur le cours du dollar, parce que en fait, les banques libanaises ont fermé leurs portes pendant quelques temps, et puis ils refusent de donner de l'argent aux propriétaires de cet argent, et ils refusent de leur donner plus de 500 dollars, je crois, par semaine ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que le dollar a augmenté et ça a influé aussi sur l'économie syrienne. Et moi, je peux dire en fait que l'interférence ou l'interdépendance des pays de la région est très très forte. Et puis la Syrie et le Liban ont une économie qui est très, très interdépendante, on peut dire. Liée, oui. Donc, voilà, pour prévenir, en fait, cette augmentation des prix en Syrie, donc, il y a eu une commission de l'État qui assure la population. Donc, après l'augmentation des salaires dont on a parlé la dernière fois, qui a été décidé par le président, donc de 20 000 livres pour tous les travailleurs, et publics et privés d'ailleurs, et puis 16 000 ou 18 000 pour les retraités, livres syriennes. Donc là, et cette commission, c'est pour maintenir le prix des denrées d'un côté. De l'autre côté, elle a pris la décision de faire un panier alimentaire par famille, en fait, qui contient toutes les alimentations de base pour une somme bien précise qui serait inférieure donc c'est un panier subventionné et sera vendu pour une somme inférieure à son coût sur le marché. Donc là, ce sont des mesures, et plus des mesures en fait je dirais de surveillance des denrées alimentaires, du prix des denrées alimentaires, et surveillance des
des commerçants ou des prix pratiqués par les commerçants. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important et qui redonne confiance à la population dans son gouvernement et dans son État et qui donc redouble son engagement. Et puis, ça, c'est vraiment, ces mesures ont été mises en place immédiatement. Alors, Avons-nous encore le oui. temps de parler un peu de l'OTAN, de la réunion de l'OTAN ou pas? Alors, vous avez omis de nous parler d'Astana d'abord, et ça. Ah oui, oui, Astana a lieu effectivement la semaine prochaine, donc le 10-11 décembre, 10-11 décembre à Astana, dès maintenant, enfin dès cette semaine, l'envoyé spécial de Poutine est venu voir le président Assad pour vraiment discuter avec lui en fait les objectifs, les points importants à aborder et les demandes spéciales en fait à prendre en compte pour la Syrie. Donc c'est Monsieur Lavrentiev qui est venu et qui s'est entretenu longuement donc avec le président Assad. Je voudrais ajouter là-dessus que systématiquement avant les réunions Astana ou Sochi, etc., il y a ces réunions avec l'envoyé spécial de Poutine, avec le président syrien Assad. Alors que, bon, tout le monde peut-être croit que la Syrie est absente, mais non, elle n'est pas absente, elle est très présente dans ces réunions par des voix différentes. La voix iranienne, la voix russe, et par contre, donc, la Syrie est très présente. Voilà. Alors, il nous reste 3 minutes, même pas, hein, 2 minutes, ça. 2 minutes pour parler de l'OTAN. Oui. D'accord. Bon, en fait, on va en parler très rapidement parce que cette réunion de l'OTAN était intéressante hier. Hein. On voit quand même qu'il y a ça se fissure de tous Ouais. les côtés. Une dissension. Il y a Macron qui avait annoncé en fait que l'OTAN est en mort clinique, chose qui a déplu aux autres et surtout aux Américains. Et les Américains qui veulent faire payer les membres de l'OTAN pour leur défense, des dissensions claires, ouvertes, je dirais, entre la France et la Turquie, où Erdogan est attaqué pour son soutien aux terroristes de Daesh, et puis aussi il est attaqué pour avoir acheté des armes russes. Mais en réalité, chacun accuse les autres, mais en fin de compte, moi je vous dirais, la guerre contre la Syrie a montré que tous les pays de l'OTAN ont soutenu les terroristes, qui Jabhat al-Nusra, qui Daesh, et que tous, effectivement, et les casques blancs. étaient de connivence. Absolument. Les casques blancs sont une partie de Jabhat al-Nusra, en fait, une partie prenante des terroristes. Donc, tout ceci pour tromper l'ennemi, mais ça n'empêche qu'il y a effectivement des contradictions importantes entre ces différents pays. Est-ce que l'OTAN va exploser? C'est à vous de voir, je ne pense pas. Aujourd'hui, on pense que quand même l'OTAN, il est sous la houlette des États-Unis, mais que le diktat américain déplaît de plus en plus profondément aux différents États qui se considéraient comme étant les amis des États-Unis et qui maintenant se voient appliquer des sanctions, des douanes supplémentaires, des taxes supplémentaires sur leurs produits. Donc ça ne va pas dans le sens de les aider, mais plus dans le sens de les exploiter. Alors, est-ce que ça va continuer longtemps? L'avenir nous le dira. Il faut noter très rapidement quand même que la situation concernant l'OIAC commence à devenir très compliquée, c'est-à-dire qu'on se rend compte que apparemment la direction de l'organisation contre la lutte, enfin
pour la lutte contre les armes chimiques, s'est laissé endormir par les Américains qui ont voulu un rapport totalement biaisé pour faire accuser la Syrie. Et là, des anciens inspecteurs protestent vigoureusement en disant que le rapport préliminaire est en fait complètement faux parce que leur conclusion à eux, les experts, ont été totalement manipulés. Voilà. Absolument. Absolument. En fait, c'est 2 journaux qui ont publié ces graves déformations des propos des experts qui ont mené l'enquête et qui disaient que de toute façon, la Syrie n'a pas utilisé des armes chimiques ou des produits chimiques, hein, et que leur rapport a été quand même trafiqué. Donc ils protestent. C'est le Daily Mail et Herald Tribune. Et la Herald Tribune, American Herald Tribune, qui ont publié ces articles qui montraient effectivement que les rapports ont été trafiqués. Ce qui ne va pas dans le sens non plus du respect des institutions de l'ONU qui deviennent complètement manipulées à la solde des Américains. Et il est important que cette situation change, en fait. Oui. Voilà. Bien. Voilà, nous arrivons à la fin du CITREP, Essar. Merci encore une fois pour cette revue d'actualité sur votre pays, en pensant bien évidemment aux Palestiniens au préalable. Et eh bien, rendez-vous dans 15 jours, un petit peu plus de 15 jours. Parce que je voudrais ajouter juste 2 mots, quand même. Oui. Je voudrais rappeler que c'était sur la base de ce rapport trafiqué, ou même avant que ce rapport n'ait lieu, qu'il y a eu un bombardement tripartite contre la Syrie, soi-disant pour avoir utilisé des armes chimiques. Hein. Le bombardement sur Khan Sheikhoun, sur l'aéroport à l'époque, qui est très proche de Khan Sheikhoun. Donc voilà. Alors, est-ce que ces pays vont s'excuser auprès de la Syrie pour les bombardements? Oui, ce serait très étonnant, effectivement, hein, Essar. Hein. Bien. Bon, ben voilà, cette fois-ci, c'est la fin, Essar, pour le CITREP. À dans 15 jours à peu près pour le 75e. Merci encore. Bonne fin d'après-midi. C'est moi qui vous remercie et je remercie l'ensemble des spectateurs et puis je vous dis à très bientôt. Salut. Merci Essar, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.